Sans doute, vous êtes nombreux à suivre ces programmes informatifs ou nouvelles. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé lundi dernier le travaux de la table ronde d'évaluation d'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces travaux ont pour but de déterminer la suite de cette mesure d'exception. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare au Kivu que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, explique le bien fondé de la convocation de ces travaux de la table ronde axée sur l'évaluation de l'état de siège dans les 2 provinces concernées. Les chefs de l'État ont voulu instituer un dialogue avec les couches sociales des 2 provinces frappées par la mesure de l'état de siège. L'objectif poursuivi, c'est d'écouter les uns et les autres sur 3 thèmes principaux qui eux-mêmes ont relevé parmi les participants lors des travaux préparatoires. Il y en a qui ont soutenu la levée pure et simple de l'état de siège, d'autres ont proposé son maintien, d'autres encore sa requalification. C'est comme ça que les chefs ont voulu convoquer ce forum aujourd'hui pour que les populations de ces 2 provinces, mais aussi les populations d'autres coins de la République, parce que dans cette salle, il n'y a pas que des ressortissants des 2 provinces. On a fait appel aux gouverneurs de toutes nos 26 provinces qui participent. Et à la fin des réflexions, puisque sur les 3 thèmes que je venais d'évoquer, on doit nous donner les pour et les contre. Et ici, je dois être clair pour dire que la décision finale reviendra au chef de l'État en tenant compte des avis des uns et des autres. Poursuivons par cette nouvelle, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a échangé le lundi 14 août dernier dans son cabinet de travail avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée en République démocratique du Congo sur les questions ayant trait à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Au sortir de cette audience, la représentante du Royaume-Uni a fait le point. Suivez. Comme toujours, une discussion très ouverte sur les défis sécuritaires pour la RDC et comment la Grande-Bretagne peut aider à préserver la paix et la stabilité et comment est-ce qu'on peut avoir un retour de la paix et la stabilité, surtout dans l'est du pays. Je crois qu'il y a plusieurs axes. On soutient tout à fait la force de la MONUSCO et la présence des Nations Unies dans ce pays, mais aussi on soutient les initiatives ou les processus africains et régionaux pour la paix, donc le processus de Nairobi et le processus de Luanda.
et on est ouvert à voir des autres possibilités. Mais on travaille aussi avec les autres pays, les autres organisations internationales pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des avances vers la paix et la stabilité. Je crois que la situation est très sensible couramment et c'est pour ça que nous voulons continuer à dialoguer avec tous les parties prenantes. La diplomatie d'abord, tout à fait. Oui, la diplomatie est essentielle. Et on connaît les coûts des conflits. J'ai vu avec mes yeux même la situation catastrophique des personnes déplacées dans les camps dans l'est du pays. Donc c'est pour nous une question de faire les efforts maximum pour éviter le conflit et pour résoudre les solutions à travers les solutions politiques. Prenant cette information en bref, le ministre d'État en charge de budget, Aimé Bonge, et son collègue de finances, Nicolas Kazati, ont effectué une visite d'inspection le dimanche 13 août dernier à Mbujimaï pour s'enquérir de l'état d'avancement de travaux de réhabilitation du stade Kachala-Bonge. Ils ont reçu les explications du gestionnaire de cet ouvrage. Rendons-nous en province, dans la ville de Kisangani. La gouverneure a procédé à l'inauguration du robot roulage, chose appréciée par la population. Suivez les détails dans ces reportages de la cellule de communication de l'exécutif provincial. Il est 9h local, ce lundi 14 août 2023. La gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, débarque au rond-point Espace 3000 sur le boulevard du 30 juin, sous l'admiration et les applaudissements d'une population boyomaise en liesse. Objectif, inaugurer le robot roulage fabriqué par l'entreprise Women Technology sur fonds propres du gouvernement provincial. La chef de l'exécutif provincial donne la motivation de ces gestes qui enchantent énormément la population de Kisangani. Permettez-moi d'abord de dire merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui dans sa vision veut à tout prix la modernisation des infrastructures. Et cette modernisation passe aussi par le règlement de la circulation routière par la présence des robots roulage pour éviter les tracasseries avec les conducteurs. Alors, nous avons placé aujourd'hui ces robots. Nous ne pouvons que demander à la population de bien l'utiliser à bon escient, de bien respecter quand c'est vert, il passe, quand c'est rouge, d'attendre. Je sais que c'est une première à Kisangani, sûrement les gens vont prendre du temps pour comprendre, mais ça pourra aller. Cette action n'a pas laissé indifférents les Boyomaises et Boyomais qui, chacun, commente en sa manière. C'est la première gouverneure au Bisotomo Nasser Makambo ya Kitoko, na province ya Chop. Depuis la naissance de notre ville, depuis la naissance de province de la Chop, on n'a pas encore vu comme la maman gouverneure de la province. Et enfin, depuis que j'avais commencé mes études de l'école primaire, on avait étudié la circulation en ville, mais je n'ai pas encore vu ça physiquement. C'est aujourd'hui que j'ai constaté ça. En tout cas, je vous apprécie, maman, gouverneur Madeleine Nikomba Sabangu, que Dieu vous bénisse. Très content des prouesses de la gouverneure des provinces, les agents du gouvernorat ont fait le pied de l'espace 3000 jusqu'au cabinet de la gouverneure où Madeleine Nikomba Sabangu s'est adressée à la population. Au stade actuel, il ne reste qu'aux usagers de respecter les règles du jeu. Et dans le secteur de l'éducation en RDC, le fonctionnaire de l'État, principalement ceux de l'EPST, ont organisé un sit-in le 14 août dernier devant l'immeuble intelligent à Kinshasa pour réclamer le paiement de 7 mois d'aérés de primes des différents services centraux du pays. Merci, je suis Marcel Lukumba, délégué de la transparence et justice sociale, fédération de l'EPST. C'est quoi le problème? Oui, nous sommes venus réclamer la mécanisation de notre prime dénommée prime spécifique d'encadrement de la paie des agents et cadres de services centraux. Cette prime est obtenue par MAD, mise à disposition des fonds. Avant qu'on prenne ne fût qu'un seul mois, il faut qu'on brûle les pneus comme ça, il faut qu'il y ait des arrestations, il faut qu'il y ait quoi? Alors, nous avons voulu que cette prime soit mécanisée. Mais Bosch ne peut pas accepter parce que le Premier ministre lui a donné des ordres qu'on puisse mécaniser. Deuxièmement,
Nous avons 7 mois des arriérés. Les 3 mois que le ministre Tony Mwaba a engagés sont sur sa table. Il faut qu'il puisse signer aujourd'hui et puis Tony Mwaba puisse signer les 4 mois restants là-bas, que ça vienne ici. Donc nous avons 7 mois des arriérés, plus la mécanisation. Ici, nous sommes pour des problèmes. Mécaniser cette prime ici et puis libérer les 3 mois qui sont sur sa table. Alors vous bloquez la correction des examens d'État? Il n'y aura plus correction des examens d'État. On va tout bloquer. Il n'y aura même pas la rentrée. Pourquoi? Parce que ces gens qui sont en train de souffrir pour la gratuité d'enseignement. Disons chef du chef de l'État. Quand ils boycottent la gratuité, ils n'aiment pas le chef de l'État. Avez-vous mené une quelconque démarche avant d'arriver à ce niveau? Les démarches ont été faites pendant 2 ans, mon frère. Pendant 2 ans. Et maintenant, nous avons 7 mois des arriérés. Les autorités mettent sourd d'oreille. Mais le Premier ministre a instruit Boji, il a instruit Tony Mwaba, il a instruit Nicolas Gazadi, ainsi que le ministre de l'enseignement supérieur universel. Ils prêtent sourd d'oreille. Ils ne veulent pas aider les chefs de l'État à évoluer. Voilà pourquoi nous sommes là. Quittons les revendications des agents de l'EPST pour parler des infrastructures routières dans la capitale. Sachez qu'il est désormais possible d'atteindre la cité de Kasangulu au Congo central grâce à la route Ndjili-Brasserie. Cette voie importante quitte le quartier 1 sur le boulevard Lumumba jusqu'au Congo central. Un processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit convenablement l'exécution de son calendrier pour offrir à la République démocratique du Congo son 4e cycle électoral depuis l'adoption de la nouvelle constitution. Après la publication de listes provisoires de candidatures aux élections de députés nationaux, une nouvelle étape s'ouvre, celle de contentieux électoraux devant la Cour constitutionnelle pour le cas d'espèce. Voici les commentaires de Ruth Boua. La Commission électorale nationale indépendante rappelle aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que conformément aux dispositions des articles 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité de candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours ouvrables à dater de la publication. Et la Cour constitutionnelle, à son tour, dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisie, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi électorale, avait déclaré Denis Kadzima, président de la Commission électorale nationale indépendante, devant la presse à l'occasion de la publication de listes provisoires le vendredi 11 août dernier. Notons qu'à cette occasion, les partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants ont 5 jours pour saisir la Cour constitutionnelle en contestation de la décision de la CENI et la Haute Cour aura 10 jours pour rendre ses arrêts. Par ailleurs, d'après un communiqué de la centrale électorale, la suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à la députation nationale se présente comme suit. Du 11 au 28 août 2023, dépôt et traitement des recours en contestation des listes des candidatures à la députation nationale. Du 29 au 31 août, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Du 1er au 4 septembre 2023, prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le 5 septembre 2023, publication par la CENI des listes définitives de candidats députés nationaux. En attendant la fin de l'étape de contentieux, sur un total de 28 791 candidatures reçues, 4 496 ont été déclarées non conformes, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 recévables et 642 irrécevables. Pour les candidatures recevables, il y a 19 698 hommes, soit 83%, et 3 955 femmes, soit 17%. Parmi ces candidatures, il y a 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par le regroupement politique. Les candidatures sont déclarées irrécevables en raison de candidatures multiples et ou non conformes aux conditions d'éligibilité, en application des dispositions de l'article 102 de la Constitution ainsi que des articles 9, 10, 15, 21, alinéa 1er, point 1, 3 et 4, ainsi que 22, alinéa 1er, point 3 de la loi électorale.
Parlons à présent de TikTok, un réseau social d'édicts et des partages de courtes vidéos verticales tendancées chez les jeunes filles et garçons à Kinshasa. Son utilisation est à la mode, une vague incontrôlée. On y retrouve presque tout. Dans ce champ, challenge, prédication, vente et achat, pour ne citer que cela, ces utilisateurs ont donné quelques avantages et désavantages. Devenus les réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes filles et garçons, TikTok apporte une expérience de divertissement et permet de ventes en ligne, de publicité et aussi d'entreprendre les activités. Ouais, au fait, pour le réseau social TikTok, il y a toujours le plan positif et négatif. Sur le plan positif, ça aide certains jeunes qui veulent bien entreprendre à se lancer. Donc ils font de publicité de leurs marchandises et consorts. Pour d'autres, TikTok est devenu un instrument où certains se donnent rendez-vous pour s'insulter et partager les mauvaises vidéos qui n'éduquent pas la société congolaise. Mais sur le plan négatif, certains jeunes l'utilisent comme instrument pour s'insulter, se faire de clash. Et c'est une chose qui n'est pas vraiment bonne. En fait, mon conseil à moi serait de prendre le côté positif de ce réseau social, d'essayer un peu d'entreprendre sur ce réseau social et non de faire des clashs et consorts. Signalons que les réseaux sociaux TikTok est tout au départ un outil de communication permettant d'échanger en communauté, créer des liens et bien d'autres. Autre chose, sachez qu'il y a multiplicité de cas de divorce dans la ville de Kinshasa. Le cause de cette séparation des époux serait attribué à l'architecture de la société quinoise. Suivez ces reportages réalisés par votre rédaction. Le cas de divorce en République démocratique du Congo ne fait que monter en pourcentage depuis un certain temps. Et plusieurs personnes se posent des questions si ce phénomène est dû au fait que le marié ne se prépare pas suffisamment ou c'est lié à d'autres raisons. Je pense que lorsque le départ est mauvais, l'arrivée sera mauvaise. Quand je parle du départ, vous verrez que les gens donnent beaucoup d'énergie à préparer la fête de mariage. Cette énergie-là n'est pas mise à contribution lorsqu'il faut préparer le mariage. Le mariage, c'est toute une vie. La préparation pour entrer dans ce mariage, c'est là où il y a des problèmes. Par ailleurs, la plupart pensent que les parrains sont des personnes les mieux placées et l'Église pour assurer qu'il n'y ait pas de divorce dans le foyer aujourd'hui. À part la préparation, il y a également l'encadrement de parrains. Les parrains ont une grande responsabilité dans la réussite comme dans l'échec des mariages. Et lorsque vous acceptez de parrainer quelqu'un, c'est-à-dire vous acceptez de pouvoir être un veilleur, de pouvoir être quelqu'un qui est aux aguets pour voir si tout va bien ou tout va mal. Retenez que pour qu'il n'y ait pas trop de divorces dans le foyer, il faut que les deux personnes qui veulent s'unir dans le lien du mariage puissent prendre le temps de se connaître avant de s'engager dans le couple. En international, frappé par un coup d'État et d'une assignation à la résidence, le président renversé Mohamed Bazoum est dénoncé. De part et d'autre, le nouveau gouvernement a annoncé son intention de le poursuivre en justice. Le reportage est réalisé par nos confrères de la presse internationale. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Mohamed Bazoum, ici à droite aux côtés du président tchadien, est retenu depuis le coup d'État dans sa résidence présidentielle. Cette photo date d'il y a 2 semaines. Depuis, ses conditions de détention se sont dégradées selon ses proches. Le ton aussi a changé. La déclaration de la junte intervient 4 jours après l'annonce par la CEDEAO du déploiement de sa force militaire en attente, même si les dirigeants ouest-africains cherchent en parallèle une issue diplomatique à cette crise. Samedi, une délégation de chefs religieux nigérians s'est rendue à Niamey. Selon leur communiqué, le général Tiani, chef de la junte, leur a assuré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix. Une déclaration d'apaisement qui tranche avec les accusations lancées 24 heures plus tard contre le président nigérien.
Dans le même registre, après le coup d'État au Niger, la CEDEAO fustige le menace de poursuite judiciaire à l'égard de Mohamed Bazoum, président démocratement élu depuis 2021. Une accusation qui pourrait conduire jusqu'à la condamnation à mort de Mohamed Bazoum s'il était reconnu coupable. La junte militaire au pouvoir au Niger a annoncé dimanche avoir les preuves nécessaires pour juger le président déchu pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Dans les rues de Niamey, ses habitants se félicitent de la déclaration des putschistes. Crime de haute trahison, ça c'est exactement ce qu'il lui faut, puisque ce monsieur a trahi le peuple nigérien. C'est vraiment inadmissible. Certains appellent tout de même à une application stricte des textes juridiques. Nous souhaiterons que ce soit fait dans la règle de l'art, en respectant toutes les procédures et en engageant les magistrats aux compétences requises. Mais pour les acteurs régionaux qui cherchent une issue diplomatique à la crise, cette menace est inquiétante. Selon les membres de la CEDEAO réunis à Abuja ce lundi, l'intention de poursuivre en justice le président Bazoum est une nouvelle forme de provocation. Washington, de son côté, se dit consterné par ces menaces de poursuite. Cette action est totalement injustifiée et ne contribuera pas à une résolution pacifique de la crise. Mohamed Bazoum est détenu par la junte dans sa résidence présidentielle depuis le coup d'État du 26 juillet, dans des conditions jugées alarmantes par l'ONU. Nous restons extrêmement préoccupés par l'état, la santé et la sécurité du président et de sa famille. Cette nouvelle escalade survient alors que plane toujours la menace d'une intervention militaire des États ouest-africains pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. D'un dossier à un autre, retenez que la directrice de cabinet du président de Madagascar est arrêtée lundi 14 août dernier à Londres pour des raisons de soupçons de corruption à son égard sur le dossier de son pays. Retrouvez ces reportages réalisés par nos confrères internationaux. Cette affaire a fait l'effet d'une bombe à Madagascar car on parle bien de soupçons de corruption internationale impliquant une proche collaboratrice du président malgache, qui plus est une femme qui s'est toujours présentée comme une grande militante anticorruption. Elle a toujours mis en avant sa lutte pour la bonne gouvernance. Avant même d'être directrice de cabinet du président, elle était présidente de la commission développement durable et intégrité des affaires au sein du groupement des entreprises de Madagascar. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que des accusations de racket des autorités auprès d'entreprises minières à Madagascar nous parviennent, à nous journalistes, mais il aura fallu attendre le Financial Times ce dimanche pour avoir des éléments plus précis. Selon le journal, Romy Andjianarsou a été prise quasiment la main dans le sac, arrêtée en pleine réunion avec son associé français, et selon les accusations, elle était en train de négocier 260 000 € et 5% de part dans de futurs éventuels projets miniers de la société britannique Gemfields. Moins de 24 heures après la médiatisation internationale de cette affaire, la présidence a limogé sa directrice de cabinet par voie de communiqué en disant qu'elle était en congé et qu'il n'était absolument pas au courant de son déplacement à Londres. En sport, on part de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC connaîtra le nom de joueurs convoqués pour le match qui opposera les Léopards de la RDC face aux Crocodiles du Nil, prévu le 24 août prochain lors d'une conférence qui sera animée par Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale congolaise. Leader du groupe I avec 9 points devant les Panthères du Gabon et les Mourabitines de la Mauritanie qui ont chacun 7 points, les Crocodiles du Nil dernier du groupe avec 6 points. Les Léopards congolais qui disputeront la 6e et dernière journée du tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 seront connus le 24 août prochain au cours de la traditionnelle conférence de presse du sélectionneur manager de l'équipe nationale congolaise Sébastien Desabre qui, pour faire l'état des lieux et l'évaluation de la sélection, ainsi que le dévoilement de la liste des joueurs pour l'explication sportive qui opposera la RDC au Soudan, ici à Kinshasa,
pour valider son ticket à la prochaine CAN. Le 9 septembre prochain, à domicile, la sélection nationale congolaise n'a besoin d'un match nul ou une victoire pour sa qualification à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire. Rappelons que la RDC avait perdu en aller face au Soudan à Khartoum à la deuxième journée avant de se relancer dans la course face à la Mauritanie à Lubumbashi par 3-1 et 2-0 à Franceville contre les Gabon. Il s'y est de noter que les sportifs congolais restent dans l'impatience de vivre la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec la participation de la République démocratique du Congo. Clôturons par le valeur nutritive. Que savez-vous de pamplemousse? Les détails de Ruth Boua. Le pamplemousse est un agrume dont l'écorce épaisse et de couleur orangée renferme une chair pulpeuse à la saveur amère unique. Qu'on aime le savourer en jus, en entrée ou en dessert avec un peu de sucre, le pamplemousse apporte toujours une note d'originalité en cuisine. Côté nutrition, le pamplemousse est excellent grâce à sa faible teneur en sucre et à sa haute teneur en vitamines, minéraux et antioxydants. Parmi les nutriments contenus en bonne quantité dans le pamplemousse, nous pouvons citer quelques-uns. Le pamplemousse est une excellente source de vitamine C. Il est une source de vitamine A. Il est aussi une source de vitamine B5 et le cuivre. Le pamplemousse est un fruit rafraîchissant au contenu exceptionnel en vitamine C. Le composé antioxydant qu'il renferme procure de multiples bienfaits pour la santé, notamment contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Plusieurs études prospectives et épidermologiques ont révélé qu'une consommation élevée de fruits et de légumes diminue les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers et d'autres maladies chroniques. Le pamplemousse renferme également d'autres caroténoïdes, mais en quantité moins importante. Le caroténoïde possède de propriétés antioxydantes dont la consommation d'aliments riches. Plusieurs études ont démontré que la consommation d'agrumes, dont le pamplemousse, serait reliée à la prévention de certains types de cancers, comme les cancers de l'œsophage, le cancer d'estomac, les cancers du côlon, de la bouche et du pharynx. Selon l'une de ces études, une consommation modérée d'agrumes, soit de 1 à 4 portions par semaine, permettrait de réduire le risque de cancer touchant les tubes digestifs et à la partie supérieure du système respiratoire. Nous sommes à la fin de cette grande édition d'information sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.